Vendredi 16 août, mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre formule entre deux courses, c'est-à-dire qu'au cours des prochaines minutes, je vais m'entretenir avec deux de nos collaborateurs afin de discuter des sujets d'actualité dans le monde de la Formule 1. Ils sont de retour de vacances. Certains ont eu 3 semaines, il y en a d'autres qui en ont eu 2. C'est temps de faire place à nos collaborateurs. Aujourd'hui avec nous, on a le champion de la série F2000 américaine et le dernier pilote à avoir triomphé en sol montréalais, c'est-à-dire au circuit Gilles Villeneuve, Jean-Christophe Trahan. Comment ça va? Ça va bien, content de le retour. J'espère que vous aussi, les boys. Et de l'autre côté, on a Kevin Fontaine, l'auteur du livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve, notre historien à nous au F1 Podcast. Salut Kevin. Allô, allô, comment ça va les gars? Ça va numéro un. T'as aimé Yes, tes sir. vacances? Oui, avec une très bonne nouvelle en attendant l'arrivée du troisième petit. Tiens, Ouais, petit, félicitations. félicitations. Oui, merci beaucoup, bien gentil. Félicitations. Trop cool. Donc, un futur pilote comme Jean-Christophe. On verra bien, mais il y a la passion qui est là. Donc, ça va peut-être venir, on verra. Ah, good. Ben, tu nous apprends ça de court, là. Je le savais même pas moi-même. Puis Jean-Christophe, j'imagine qu'il ne le savait pas non plus. Donc, toutes nos félicitations de la part du F1 Podcast. Puis je suis certain que nos auditeurs voudraient aussi que je te transmette leurs félicitations. C'est bien gentil, merci beaucoup. Aujourd'hui, les boys, on vient de terminer un cycle olympique, puis j'ai décidé de joindre ça un peu au podcast, de faire ça un peu à saveur F1. Oui, on a eu des athlètes qui se sont surpassés lors des 2 dernières semaines, puis ça m'a apporté à amener une question aujourd'hui. Il n'y a aucun doute que les pilotes de Formule 1 sont des athlètes. Si les adeptes de breakdancing sont capables de montrer leur prouesse lors des Jeux olympiques, ça m'amène à la question aujourd'hui de dire est-ce que les pilotes de Formule 1 pourraient avoir leur place un jour? Je vous mets en contexte, si on dit qu'on met des voitures qui sont égales, construites de la même façon pour tout le monde, donc on joue vraiment à terrain égal sur ce côté-là, et puis on met les voitures peut-être là, avec des belles couleurs représentant les drapeaux de chaque pays. Seriez-vous en faveur de voir les meilleurs au monde? J'ai mentionné ceux de F1, mais ça serait à la discrétion des pays d'envoyer leurs meilleurs athlètes pour représenter, bien sûr, leur drapeau. Je commence avec toi, Kevin Fontaine. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Serais-tu quelque chose que tu voudrais voir ou tu penses que ça n'a pas vraiment sa place dans des Jeux olympiques? Je dirais que c'est assez délicat à cause que, oui, bien qu'on pourrait avoir toutes les mêmes monoplaces égales, il y a toujours le risque de bris mécanique, de fiabilité qui peut nuire aussi. Oui, ce sont des athlètes exceptionnels, dis-je, mais il y a toujours ce risque-là qui pourrait faire pencher la balance d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça que je suis un petit peu en désaccord là-dessus. Euh, Rien enlevé aux pilotes, ce sont des athlètes absolument formidables, tout comme les Olympiens d'ailleurs. Mais non, moi personnellement, je n'intégrerai pas la course automobile aux Jeux olympiques. C'est mon avis personnel. Mais est-ce que tu serais intéressé de voir ça? Ça pourrait être intéressant, mais moi, personnellement, comme je dis, je vois pas, je vois pas pas le besoin, mais la nécessité. Je trouve qu'il y a trop d'impondérables dans le processus d'avoir la course automobile aux Jeux olympiques. Ouais, toi, c'est le côté mécanique, là. C'est ça que pour toi vient différer de ce qu'on voit. Exact. Ouais. Même si le côté, admettons, je te mets en contexte, admettons, les cyclistes, ça peut arriver des fois que leurs engrenages vont s'enrayer, il va y avoir un problème de vélo, mais à Mm, ce moment-là, on va changer de vélo assez rapidement. mm. Fait que pour toi, admettons, si je t'apporte cet argument-là, est-ce que ça te fait changer ou revoir la perspective ou tu trouves que le facteur mécanique est beaucoup trop présent avec la course automobile? Ouais, il y a beaucoup de facteurs en considération à prendre avec tu sais, notamment le MGUK, le MGUH, même s'il va disparaître, là, bon, on explique ça comme ça, là. Mais il y a des problèmes de boîte de vitesse, des problèmes de moteur, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent pencher la balance d'un côté comme de l'autre et qui peuvent faire en sorte que, oui, ça reste le sport automobile, mais je trouve que comme je dis, les athlètes sont phénoménaux, etc. Mais je trouve il y a trop, le côté mécanique est trop omniprésent pour faire en sorte que ça peut, je ne dirais pas désavantager le côté athlète, mais il y a ça à prendre en considération. Puis
pour moi, comme je dis, à titre personnel, pour moi, c'est non. Non, je comprends. En gros, c'est que le médaillé d'or ne voudrait pas nécessairement dire que c'est le meilleur pilote cette journée-là. C'est peut-être aussi euh, tout le facteur serait mécanique qui serait plus de son côté, admettons, durant ces jeux-là. De ton côté, Jean-Christophe, t'en penses quoi, toi? En tant que pilote, est-ce que c'est quelque chose admettons, que tu serais appelé par le Canada? Est-ce que tu serais motivé de faire ça, bien sûr, ou tu penses que tu aimerais mieux voir ça dans un autre type de compétition, ce genre de compétition internationale-là? Euh, Honnêtement, j'avais pas vraiment pensé, mais je trouve ça quand même vraiment intéressant comme concept. Ce qui me titille un peu, c'est que je pense pas que ça soit bon d'avoir peut-être juste la mire sur des pilotes de Formule 1. Il n'y a pas juste des pilotes de Formule 1 qui sont techniquement les meilleurs au monde, selon moi, mais je trouve intéressant qu'à on prendrait peut-être pas une voiture de Formule 1 comme outil égal entre les pays. Je pense je lance des idées. Ça peut être quelque chose de plus simple avec des réglages fixes, fixés par le corps organisationnel en collaboration avec la FIA, quelque chose du genre, peut-être comme un châssis de super formule qui est quand même, qui se rapproche, mais qui est plus simple et qui permettrait d'avoir moins grosse courbe d'apprentissage pour les pilotes qui sont pas des pilotes de Formule 1, mais qui ont énormément de talent. Moi, je trouverais que, admettons, quelque chose comme ça, peut-être même quelque chose comme une Formule 3, euh, ça serait vraiment intéressant de voir tout le monde à niveau égaux. Série Formule 1 ou pas, euh, WEC, IMSA, tout ça mélangé ensemble. Les pays les choisissent. Honnêtement, puis réduire les coûts aussi, parce que faire rouler 20 Formule 1 ou le nombre de pays qui décideraient de que ce soit le nombre limite, peut-être 30, on ne sait pas, mais je trouve que ça serait intéressant d'avoir peut-être quelque chose d'un peu moins coûteux qu'une Formule 1, puis aussi plus égal, moins de variables en jeu. Ouais, d'y aller avec des formules simplifiées, là, vraiment question de faire ressortir le talent. Puis je suis content que tu apportes le point. C'est pour ça que je le mentionnais un peu au début, de dire vraiment tout ce qui englobe la course automobile, parce que tu fais bien de le pointer. Certains pilotes de rallye auraient probablement peut-être leur place aussi là. Tu en connais, Exact. toi, des bons pilotes de monoplace aussi qui ne sont pas en Formule 1. Tu en connais personnellement, si tu en es un toi aussi, qui n'a pas sa place là nécessairement présentement, puis il l'aura peut-être pas à cause de l'âge, mais c'est pas donné à tout le monde. Tu sais, comme tu dis, il y a très peu d'élus dans ce sport-là, mais que de voir qu'ailleurs à l'international, dans d'autres séries, peut-être que les Américains enverraient justement choisiraient deux pilotes de Indy. On pense au Mexique, ben oui, il y a Sergio Perez, mais il y a d'autres bons pilotes mexicains dans d'autres séries à travers le monde. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça serait comme un rendez-vous, puis on pourrait aller voir des pilotes d'un peu partout se mesurer, mais toujours avec une formule bien simplifiée pour essayer d'éviter le plus possible le facteur que Kevin pointait, de dire que le côté mécanique est tellement omniprésent en Formule 1 ou dans la course automobile tout court, d'essayer de réduire ça le plus possible. Ça reste toujours qu'un bris mécanique, ça peut arriver, je le mentionnais, même en vélo, ça arrive. Donc encore plus lorsqu'on a énormément, oui, il y a toujours l'électronique et toutes ces choses-là dans ces monoplaces-là. Donc d'essayer de rendre ça le moins complexe possible et de vraiment laisser les talents rejoindre toi de ton côté, JC. C'est quelque chose que tu trouves intéressant, un concept peut-être qui reste à parler, à travailler, mais c'est quelque chose qui t'intéresserait, là. Certainement, certainement. Moi, je serais quelqu'un qui serait assis. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui regarde les années avec plus que ça lorsqu'elles sont présentées, mais ça me ferait définitivement bouger pour aller devant la télé, c'est sûr et certain. Je vous lance sur notre deuxième sujet de la journée. Ça fait quand même quelques semaines de ça que Kimi Antonelli, un jeune prodige pour les gens qui n'ont pas entendu parler de lui, c'est un pilote qui appartient à l'entreprise Mercedes. Toto Wolff adore Kimi Antonelli. C'est le prochain grand pilote. On veut pas trop y mettre de pression, mais on va se fier quand même à la réputation qu'il suit. Présentement, il n'est seulement que septième dans sa catégorie. C'est sa première saison en Formule 2. Avant ça, il n'a que compétitionné en classe régionale. Lui-même, de ses propres aveux, a sorti publiquement pour mentionner qu'il ne se sentait pas prêt à débuter en F1 l'année prochaine. Parce que c'est lui qui est consenti pour chausser de grosses pointures la saison prochaine, c'est-à-dire de succéder au septuple champion du monde, Lewis Hamilton. Donc, si je vous parle de Kimi Antonelli présentement et je vous dis que lui ne se sent pas prêt, mais que Toto Wolff continue d'avancer son nom comme quoi il serait son candidat numéro un, de le mettre un peu contre son gré
à bord d'une Formule 1 la saison prochaine, même si son entourage ne veut pas, voudrait qu'il continue de faire ses classes. Lui, il l'a dit, moi, je me sens pas prêt, je fais trop d'erreurs encore, je veux continuer à apprendre. Est-ce que vous pensez que Toto Wolff joue un jeu dangereux et qui met un peu là, en péril la carrière du jeune Antonelli? Je commence avec toi, Kevin. C'est quoi ton opinion là-dessus? Je dirais que Antonelli, oui, l'a admis effectivement, mais il a fait quand même quelques tests avec Mercedes et il s'est très bien débrouillé. Donc là, ça reste à voir la transition qui est quand même assez importante de la F2 à aller vers la Formule 1. Euh, Même s'il dit qu'il n'est pas prêt, est-ce que Toto Wolff joue à un jeu dangereux? Je crois que c'est mesuré à une certaine limite, mais il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas brûler les étapes aussi. S'il n'est pas prêt, le jeune, et qu'il admet qu'il n'est pas prêt, ben, il ne faut pas pousser la note trop loin non plus. Là, parce qu'on s'attend à ce qu'il soit là, directement en 2025. Donc, ça reste à voir. Honnêtement, à voir ses performances, il a réussi de très belles courses, mais en même temps, je suis un petit peu sceptique. Je trouve qu'une deuxième saison, ça lui ferait pas tort à Antonelli en Formule 2. Donc ça, comme je dis, ça reste à voir, mais c'est une question assez délicate. Est-ce que Toto Wolff a peut-être perdu la chance d'avoir, qui sait, un Carlos Sainz ou, comme on l'avait mentionné plus tôt dans la saison, un Nico Hülkenberg, par exemple, un vétéran, peut-être, mais il souhaite vraiment avoir disons, son Max Verstappen, là, parce qu'il a perdu Verstappen au profit de Red Bull, là, il y a plusieurs années. Donc, je crois que je crois personnellement qu'Antonelli pourrait arriver en 2025. Il a perdu à deux endroits, comme tu mentionnes, Carlos Mhm. Sainz. Non seulement il a décidé de pas négocier avec, de ne pas lui Mhm. montrer d'intérêt de vouloir l'emmener chez Mercedes, mais il a aussi perdu le siège qui était peut-être disponible chez Williams pour envoyer Antonelli Mhm. continuer Ouais. ses classes avec un peu moins de pression, un peu le cacher là, de l'attention, même si les réflecteurs étaient sur lui quand même, mais il n'aurait pas été obligé de performer aussi rapidement parce que moi, comme je l'ai déjà mentionné, ce qui m'inquiète dans le côté d'Antonelli, c'est que si tu commences en fond de grille, eh bien, tu te bats généralement avec des pilotes de fond de grille aussi. Mais là, si tu es chez Mercedes, ça veut dire que les pilotes qui vont être contre toi dans les qualifications, ben, c'est les Lando Norris, c'est les Charles Leclerc, Lewis Hamilton qui va être chez Ferrari, Max Verstappen, tu sais, Fernando Alonso, à la limite, Mhm. même chez Aston Martin. Donc, tu vas te battre contre les meilleurs pilotes. Fait que normalement, sa confiance, puis moi, ce qui m'inquiète, là, c'est pour ça que je vais poursuivre avec Jean-Christophe là-dessus, puis je veux savoir, de ton côté, tu sais à quel point que la confiance, c'est probablement l'outil numéro un d'un pilote. Donc, si lui, il sort, puis il est très verbal à l'effet qu'il n'a pas cette confiance-là, est-ce que tu trouves aussi que c'est un jeu dangereux que Toto Wolff joue si son pilote n'est pas pleinement en conscient de ses moyens encore, ou du moins il pense qu'il ne les a pas encore pour se faire justice dans une série internationale qui serait quand même seulement sa deuxième série internationale après la Formule 2 cette année, là. Ouais, c'est jouer avec le feu, c'est se mettre vulnérable. Évidemment, il y a un million de choses qu'on pourrait, comment dire, aller à l'aléatoire puis faire comme, OK, moi, ça peut être ça peut être à cause de ça, mais personnellement, j'ose penser ou j'espère penser qu'il aurait mis Sargent dehors pour avoir mis Antonelli, au moins durant la fin de dernière moitié de la saison, pour au moins être capable de dire en assurance que j'amène un pilote avec que du galon, qui est prêt à faire le travail, il va avoir une demi-saison qu'on grille, puis blablabla. Mais non, Toto Wolff reste, reste sur son opinion, puis Antonelli, encore une fois, était très verbal avec cet aveu-là, que ben, ben, si je suis amené dans une équipe, je pense pas être capable de performer au niveau où est-ce que l'équipe pourrait s'attendre de moi. Je comprends pas pourquoi on force encore les choses. Si on force les choses, c'est rare que ça mène pour le quoi de positif. Surtout quand tu sens de la pression à un jeune de 17 ans, on comprend, il est très talentueux. Il y a peut-être pas le chien d'un Max Verstappen, ça ne veut pas dire qu'il est moins talentueux. C'est juste comment Verstappen, lui, est fait. Mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois le mettre dans une position où Verstappen, lui, aurait dit qu'il aurait été confortable, parce qu'il a commencé à F1 à 16 ans. Il ne faut pas comparer des pommes avec des oranges, là. C'est deux pilotes, certes, mais je veux dire, les deux ont leur propre parcours, un parcours très différent. Puis, oui, Antonelli, il a une bonne forme avant le break d'été, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on le met dans
dans une Mercedes, il va être capable d'être à un demi-dixième ou plus vite que George Russell lorsque c'est important. Oui, Ouais. un test sans pression à Imola où il y avait un bon rythme, sure. Il y avait personne, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pression. Tout ce qu'il fallait faire, c'est conduire. Oui, il y a de la pression parce qu'il fallait qu'il performe, mais c'est rien comparé à la pression d'un week-end de Formule 1. Donc, moi, je continuerais. Il y a un très, très bon pilote là-dedans, dans un Kimi Antonelli, mais je ne verrais pas pourquoi si on s'entraîne de. C'est comme essayer de promener un chien qui veut pas marcher, tu peux juste le traîner à terre. Ça donne absolument rien, là. Non. Fait que moi, c'est vraiment plus là que je me tiens, là. Tu sais, Kevin, il a emmené un bon point tantôt. Il mentionne les essais libres qui a bien répondu. Toi aussi, tu construis là-dessus en disant que c'est pas pareil nécessairement comme aller dans des conditions de course ou un week-end de course actuel avec la pression, puis tu te mesures à tous les autres pilotes avec des temps, tu peux pas te cacher à ce moment-là. Donc, c'est sûr que sur ces essais-là, puis moi, ce qui m'inquiète, c'est que autant que nous, on prend peut-être confiance à regarder, ah, il a bien répondu lors de ces journées de Tesla, mais lui aussi est au courant. Il les a vécus, il s'est senti à bord de cette voiture-là de la F1 qui a Exact. essayé, puis il y a quand même ce doute-là en place. Puis pour ma part, je vais me tourner vers Kevin, puis JC, tu peux intervenir aussi. Moi, je me rappelle pas avoir vu un pilote qui a dit, qui a levé la main pour dire, ah, je veux pas y aller tout de suite en F1. Tu sais, on voit ça dans des sports un peu comme la NFL, la NBA. Les joueurs vont choisir de se rendre éligibles au repêchage. Ils vont dire, moi, je me sens prêt, je sors de l'université et je veux faire mon saut professionnel et commencer ma carrière. Normalement, les pilotes n'ont pas ce luxe-là. Antonelli a tellement une réputation qui le suit qu'il peut se permettre de dire, ah, moi, j'attendrai un petit peu avant de rejoindre la F1, mais moi, je me rappelle pas avoir vu ça, quelqu'un qui, qui vraiment sort publiquement pour dire pas tout de suite. Fait que je pense qu'il faut quand même être à l'écoute de ça. Toi, Kevin, tu te rappelles-tu d'avoir déjà vu un pilote qui a fait ça comme ça? À première vue, non, mais c'est ça, c'est quand même intéressant. C'est ça, c'est de pas brûler les étapes et de pas briser sa confiance immédiatement parce que s'il n'est pas dans le rythme dans les premiers Grands Prix, ça peut être catastrophique. Ça peut complètement nuire à sa carrière. Et quand un jeune pilote peut arriver en Formule 1, ben c'est le couronnement de tout ce qu'il a fait au courant de sa vie, là. C'est l'apothéose là, pour arriver en Formule 1. Donc, c'est faire attention à tout cela, évidemment, là. Donc, moi, je trouve que c'est ça. Comme on a mentionné, Toto joue un jeu dangereux. Ouais, Puis l'autre facteur aussi qu'il faut mettre en perspective, c'est que ça va remplacer Lewis Hamilton. Les aussi. partisans de Lewis vont l'attendre de pied ferme. Et c'est pas tout le monde qui va être capable de faire le lien, de dire, ouais, ouais, le gars a 18 ans. Puis quand je dis 18 ans, il ne les a pas encore, il va les avoir la semaine prochaine. Il a Hmm. 17 ans présentement. Donc, ça veut dire il ferait ses débuts en Formule 1 à 18 ans. Oui, ça a déjà été fait dans le passé, sauf que JC a amené le point qui est très bon de dire, c'est pas parce que c'est arrivé une fois que c'est pareil pour tout le monde. C'est tout du cas par Hmm. cas. Chacun a des confiances différentes puis des bagages différents. Donc, à ce moment-là, de dire, tu sais, de chausser les chaussures d'un septuple champion du monde lorsque non seulement tu t'en vas dans une écurie compétitive comme Mercedes, ou que il y a un certain moment, c'était possiblement une phase de reconstruction, puis on se dit, ah, on attend juste 2026, il n'y a plus rien à faire. Puis là, c'est tout le contraire. On commence à voir qu'il y aurait quelque chose à faire, puis on peut continuer à développer cette fenêtre de performance-là. Donc, on exige des résultats. À ce moment-là, je trouve que ça change la donne de dire, c'est pas simplement de faire le saut en Formule 1, c'est aussi de succéder à un pilote de la trempe de Lewis Hamilton. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce que tu accordes de l'importance au fait de qui remplace ou on ne doit pas porter attention à ça? Certains le feront, mais on devrait passer par-dessus ça. Ben, très bon point que tu amènes parce qu'au début de l'année, il y avait déjà les pourparlers, c'est pour Kimi Anthony, ça fait longtemps qu'on les a maintenant. Puis au début de l'année, j'aurais dit, mettez-le dans la Mercedes, encore une fois une équipe en reconstruction. Ils sont 4 5e au championnat, ils vont ramasser des données, puis ben, advienne que pourra. Puis on attend la 26. Mais là, encore une fois, il faut que tu arrives fin prêt, il faut que tu arrives, toutes les flûtes sont alignées, tout le monde est prêt, tout le monde est les fusils sont chargés et prêts à tirer. C'est pas une question de ah ben là, OK, là, prends ton temps, là, ton rythme va venir au courant de la saison. Non, il y a aucun de ça, là. Mais ce qui est intéressant aussi pour venir un petit peu à ce que vous disiez concernant, tu sais, aller en Formule 1, c'est un des sports les plus exclusifs. Et là, t'as quelqu'un, tu sais, qui attend aussi sa bonne opportunité. T'en as, je sais pas combien de champions F2 maintenant qu'on a qui ont
pas d'opportunité. Fait que c'est vrai que c'est un peu hypocrite, mais en même temps, c'est pas nécessairement juste à cause de son talent qu'il s'est ramassé là. Il y a 1 million de facteurs, probablement en gros financiers, qui le permettent de se mettre dans la position de luxe là. Fait que moi, je pense pas que c'est juste une question de talent, mais c'est sûr qu'il faut pas qu'il se brûle non plus. C'est vraiment un jeu de touch and go, comme on dit en anglais. Donc, ouais, important de tout voir ces variables-là. J'ai juste hâte de voir comment ça va aboutir. Ça va Ouais. probablement juste être à la fin de la saison qu'on va savoir pour de vrai, là. Je pense pas qu'il y aura d'annonce faite avant, peut-être avant Monza, parce qu'il est italien, on verra bien. Mais très intéressant de voir. On verra on verra ce qu'il y a. Bon, Bon, fait qu'on on est pas mal tous d'accord là-dessus que c'est un jeu dangereux. Puis oui. c'est ça. Puis que ça m'emmène à mon prochain sujet. J'y vais avec pour Kevin, ce côté-là, le segment. C'est Jonathan Whitley, OK, qui c'est un autre gros morceau qui quitte Red Bull. Il va devenir directeur de l'écurie Audi. Il fera une transition chez Stack Sauber ou à compter de l'année prochaine. Audi qui fera ses débuts en 2026. Jonathan Whitley, pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui travaille dans l'ombre. C'est peut-être pas les noms qu'on entend le plus souvent lorsque tu travailles avec des Christian Horner, lorsque tu es dans une écurie où le pilote est Max Verstappen, lorsque le directeur technique est Adrian Newey et que tu as Pierre Vacher, ben le nom de Jonathan Whitley, c'est pas celui qu'on entend le plus souvent. On pourrait, celui peut-être que ou le moment où ce qu'on a le plus entendu verbaliser, c'est en 2021. Ça va rappeler des mauvais souvenirs aux gens, là, mais au moment où il y avait des négociations entre la FIA pour la relance là, à Abu Dhabi lors du dernier Grand Prix, ce qui a finalement joué le championnat, eh bien, c'était Jonathan Whitley qui était au micro et qui discutait avec son ton très en tout cas très posé, toujours sur une belle note qui emportait ses points. Il était le directeur sportif de Red Bull. Mais l'histoire qui est intéressante derrière son parcours, c'est que c'est un mécanicien. C'est un gars qui avait Mhm. commencé au début des années 90 avec Renault, a quand même remporté 2 championnats avec eux pour ensuite en remporter 6 championnats des constructeurs chez Red Bull. Ça faisait 18 ans qu'il était là. Et là, on a appris un peu par surprise, parce qu'au début de la saison, il y a tellement eu de rumeurs que tout le monde s'en irait et qu'il se passerait quelque chose que ça s'était comme un peu estompé. Puis là, tout d'un coup, on apprend juste avant la pause d'été, comme quoi que Jonathan Whitley devient directeur d'Audi. Premièrement, Kevin, tu t'es déjà prononcé que ça t'avait surpris, mais je veux savoir ton opinion là-dessus. Est-ce que comment, en gros, on peut évaluer cette perte-là pour l'écurie autrichienne Red Bull? Ben, c'est une grosse perte pour Red Bull parce que c'est une figure importante qui quitte le navire, là, comme tu mentionnais, il était dans l'écurie depuis 2006. Il a notamment contribué, Jonathan Whitley, à la formation de l'équipe des arrêts au puits, qui sont réputés comme étant les meilleurs Red Bull là, depuis plusieurs années. Et c'est depuis 1991 qu'il est en Formule 1 chez Benetton. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Il a côtoyé Michael Schumacher, Nelson Piquet, là, donc pas des pilotes moins que rien, là, on s'entend, là. Donc, c'est vraiment tout un départ. Là, je ne m'attendais pas à ça comme tu l'as mentionné. Quand la nouvelle est tombée, je suis resté bouche bée pendant quelques secondes. Mais voilà, il s'en va du côté d'Audi. C'est un monsieur très intelligent. Il a une bonne tête sur les épaules, Jonathan Whitley. C'est un monsieur qui est très attentif aux détails. L'intervention à Abu Dhabi, comme tu as mentionné, Martin, ça a été primordial et décisif dans la conquête du titre de Verstappen. Donc, c'est un fin connaisseur des règlements, puis je trouve que c'est une belle acquisition pour Audi en tant que team principal. C'était justement son travail, c'est ça, lui, pour les gens, là, oui, c'est un mécanicien, mais son rôle chez Red Bull, en plus de tout avoir une cohésion à l'intérieur de l'équipe, ben, c'est lui, là, c'est d'étudier le livre de règlement et de Mhm. Ouais. savoir, en F1, un des jeux, là, les gens aimeront peut-être pas ça, mais le jeu, c'est de contourner les règlements. C'est une des Mhm. premières bases de la Formule 1. Donc, lui, là, il les connaît sur les bouts de ses doigts. Il doit déjà avoir commencé à étudier, même s'ils n'ont pas été confirmés, à étudier les règlements de 2026 et savoir où il y aurait peut-être des petites brèches ou des petites choses qui auraient été mal écrites, des virgules à la mauvaise place qui permettraient une petite fenêtre d'opportunité pour dévier un peu ces règles-là et créer quelque chose qui pourrait nous différencier des autres et aider à dissocier notre équipe au classement. Donc, à ce moment-là, oui, c'est un gros morceau. Moi aussi, j'ai été surpris. Je veux dire, franchement, là, tu sais, comme je le mentionnais, la rumeur avait comme descendu un peu. Ça avait duré à peine quelques jours, comme quoi que peut-être Jonathan Whitty, puis même, il était consenti pour être le remplaçant de Christian Horner au moment où Ouais. ce que les scandales là, en début de saison, où ce que Christian Horner pourrait peut-être perdre son emploi, ben à ce moment-là, c'était Jonathan Whitley qui était dans les rumeurs comme quoi qu'il succéderait à Horner. Puis
la chose que je trouve dommage, c'est tu sais, peut-être que je prends trop d'exemples des fois avec d'autres sports, vous me le direz si jamais, mais c'est boiteux comme comparaison, mais on regarde, on voit dans le sport comme le hockey, mettons, puis on voit ça dans d'autres sports aussi. Lorsque le directeur général sent qu'il va perdre un effectif important de son organisation, bien souvent, il va se donner une promotion. Christian Horner, dans son cas, il n'aurait pas eu besoin de graduer en tant que PDG, il l'est déjà. Mais il aurait dû dire, regarde, Jonathan, moi, je veux pas te perdre, je vais me concentrer sur mon rôle de PDG. Ça fait quand même 20 ans que je suis en Formule 1, que je suis directeur d'écurie. On a gagné des championnats. Ça ne veut pas dire que je m'en vais. Je peux être présent à tous les week-ends pareil. Comme on voit Monsieur Zach Brown chez McLaren qui chapeaute le travail de l'équipe en étant CEO. Comme on voit, oui, c'est peut-être un moins bon exemple, mais Toto Wolff est aussi propriétaire PDG de Mercedes, mais il agit à titre de directeur, mais laisse quand même de la place à d'autres personnes en dessous de lui. Donc, j'aurais aimé voir Christian Horner peut-être se tasser un peu et laisser Jonathan Whitley prendre le règne en tant que directeur. Et puis, Christian Horner aurait pu peut-être prendre ça un peu plus relax, mais toujours être là un peu plus loin, là, d'un œil plus avisé de l'externe et se concentrer sur son travail de relation des médias, parce que ça, c'est le côté peut-être que Jonathan Whitley aura de la difficulté chez Woody. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup dans les médias. Comme je disais tantôt, les seules fois qu'on l'a peut-être entendu être plus verbal, c'était des communications qui étaient en semi-privé, qui étaient transmises à la télévision, mais c'est pas le gars qu'on voit le plus souvent, là. C'est pas le gars le plus flamboyant, là. Il est très, très loin d'être à l'image de Christian Horner. Fait que toi, de ce côté-là, est-ce que c'est quelque chose que tu aurais aimé voir ou tu penses que ça, c'est pas quelque chose qui se serait fait, là? Ça aurait été intéressant de voir si on a eu une transition entre Christian Horner et Jonathan Whitley. Mais moi, personnellement, je suis quand même confiant de voir Jonathan Whitley bien faire son rôle chez Audi. Moi, je trouve que c'est un monsieur qui a une belle prestance, qui est très pragmatique, qui est très posé lorsqu'on le regarde. Il dégage pas de stress. Il est tout le temps bien à l'aise, bien posé. Donc, moi, j'ai pas de doute qu'il va faire un bon travail chez Audi. Moi, je suis quand même assez confiant là-dessus. Oui, puis il y a toujours Mathieu Binotto qui va être là s'il Aussi. veut s'occuper des conversations médiatiques puis assister à des Mhm. réunions, ces choses-là. Là. Fait que, tu sais, ce côté-là, il pourrait complètement confier le rôle de directeur. Ben, j'espère qu'il va le confier à Mhm. 100% le rôle de directeur, parce qu'on Mhm. on a déjà établi que Mathieu Binotto, c'est pas sa force là, de faire ça. Donc, à ce moment-là, peut-être que c'est Binotto qui va tout simplement s'occuper du rôle de rencontrer les médias et de discuter avec qui bon il doit faire, de remplir ces exigences-là. Je me lance de ton côté, Jean-Christophe. J'y vais encore avec Red Bull. On a confirmé, je sais que Kevin s'était déjà prononcé avant qu'on parte pour la pause, donc j'y vais avec toi là-dessus. Sergio Perez, qui conserve son poste. Comment tu as réagi à ça? Il doit amener de l'argent en petit boulot parce que c'est pas avec ses performances qu'il a gardé son siège en ce moment. Ça, ça me confond au plus haut point. Je comprends pas le pourquoi du comment. Est-ce que ce gars-là, en faisant perdre, je sais pas combien de points à l'équipe, en n'ayant mené aucun tour cette année, en étant il fait juste tomber comme une roche dans l'eau quand il part juste proche d'en avant. Honnêtement, je suis bouche bée. J'ai pas vraiment de grand-chose à positif de dire au sujet de monsieur Pérez. Cependant, il doit vraiment avoir quelque chose là, qu'on sait pas. Là. On sait qu'il y a des superbes deals marketing avec toutes les grosses compagnies mexicaines, avoir leur pilote mexicain, ils sont donc fiers, mais je peux pas croire là, qu'est-ce que ça doit être juste ça. Il doit avoir quelque chose en arrière. Ils doivent le garder sur la sellette là, ou sur le siège éjectable jusqu'à temps qu'ils soient prêts à tout réorganiser leur carte là, avec comment ça va marcher chez Red Bull, Mhm. puis avec AlphaTauri, puis avec Liam Lawson, Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda. Quand sa machine-là va partir, il va y avoir des affaires en tabarnouche qui vont voler. Donc, c'est ça. Moi, j'ai bien juste hâte d'avoir encore une fois. Ça aussi, c'est intéressant, c'est un autre dossier qu'on est un petit peu sur le bout de notre siège. On attend juste une variable là, qui va faire déclencher toute la machine. Mais je comprends pas, pour un mot final là, sur M. Perez, je peux pas comprendre, avec des performances comme ça, comment est-ce qu'on garde un siège en Formule 1. Il Ouais. y a vraiment de quoi de briser fondamentalement dans l'organisation du sport, si ça, c'est acceptable. Mais il y a des champions de F2, puis toutes sortes d'autres pilotes à l'extérieur, comme des Liam Lawson, qui n'ont pas leur chance en Formule 1. Ça, je trouve ça un petit peu déplorable, mais regardez, c'est comme ça que ça se fait.
on n'a pas grand choix là-dessus. On peut juste regarder. Il y a Carlos Slim, qui est un des 10 personnes les plus riches au Oui, monde, oui, qui Telmex, part. Pardon? excuse, avec Telmex, c'est Oui, ça? exactement, qui est dans les services de mobilité et ces choses-là. Je pense qu'il y a plusieurs compagnies et ces choses-là, mais c'est lui qui Ça. parraine la carrière de Sergio Perez depuis le début de sa carrière. À ce moment-là, oui, c'est sûr que c'est un gros facteur. Il y a eu une rumeur aussi comme quoi c'est Liberty Media qui s'est ingéré dans le dossier. Ça, j'ai de la misère à croire, puis je trouve ça extrêmement malheureux si une entreprise comme Red Bull, une écurie qui a remporté des titres constructeurs, qui vient tout juste d'en remporter deux, laisse Liberty Media gérer qui va être leur pilote parce que l'argument qui a été avancé, c'est que ben il y a le Grand Prix du Mexique qui s'en vient, puis ça serait malheureux de pas avoir un Mexicain. Ouais, mais ça serait surtout malheureux de pas gagner le championnat des constructeurs, là. À ce moment, tu sais, c'est au Mexique, les gens ont probablement, de toute façon, ils ont déjà acheté leur billet. Puis si les gens, ça leur prend absolument un Mexicain pour se présenter, ben, on ira ailleurs après ça chez Liberty Media. Il y a d'autres endroits, même si j'adore le Grand Prix du Mexique, là. Je trouve que le circuit est formidable, l'ambiance, le party. Mais si on est juste là pour Sergio Perez, ben, je pense pas qu'on mérite d'avoir un Grand Prix de Formule 1. Tu sais, ce côté-là, je l'achète pas. Dr. Helmut Marko a sorti pour dire non, ça c'est pas vrai. Puis on vous promet qu'il va se passer des choses au mois de septembre. C'est ce qu'on a dit qu'au mois de septembre, on devrait avoir plus de nouvelles sur ce qui se passe. D'après moi, Ah bon? on va confirmer Liam Lawson chez AlphaTauri. On va relancer AlphaTauri comme étant une équipe de développement, mais ça règle pas le problème. Puis on a perdu Carlos Sainz là, pendant ce temps-là, qui était probablement la meilleure option pour être aux Oui, côtés de oui, Max oui. Verstappen la saison prochaine. Exact, exact. Je sais pas pourquoi leur organisation, soit, tu sais, pour Carlos Sainz, là, il y a une raison pourquoi il a attendu si longtemps. C'est que les deux, on a deux propriétaires d'équipe qui sont un petit peu pas trop déniaisés. On a Toto Wolff qui est beaucoup stické sur son jeune poulain pour laquelle des raisons qu'on ne voit pas encore tous comme lui. Donc, c'est soit il va avoir tort ou il nous prouvera tort. Et tu as Red Bull qui continue à mettre leur pion sur un Sergio Perez qui ne performe pas. Mhm. Pauvre Carlos Sainz, il ne peut pas avoir une moins belle fenêtre d'opportunité pour pouvoir se rechercher un siège compétitif comme il l'avait chez Ferrari que maintenant. Ouais. Il est vraiment tombé en deux chaises. Puis il est chez Williams. Il va développer une voiture. Puis techniquement, c'est les meilleures années de sa carrière. C'est un petit peu dommage, mais depuis quand encore une fois, on en revient sur, sur le même consensus. Depuis quand est-ce que c'est équitable? Non, Ça il y a l'a pas de jamais vraiment été. C'est un sport qui n'a pas de justice. Ça, tu le mentionnais aussi en début, que le nombre de champions de F2 qui ont toujours pas un volant. À ce moment-là, Perez conserve son volant. La seule chose que une promesse que je me suis fait, c'est de plus blâmer Sergio Perez. Parce que je pense que c'est tard depuis le début de la saison, depuis quelques saisons déjà en F1. Mais là, la balle est dans le camp de Red Bull. Si on décide de poursuivre avec ça, tu sais, Sergio Perez, je me demande si il est peut-être content d'avoir encore une autre vie, mais en même temps, ça l'a peut-être quasiment relevé, ça l'aurait peut-être quasiment relevé de ses souffrances de se dire, de se faire remercier parce que là, ça continue. Puis on s'en va à Zandvoort. Zandvoort, c'est pas une place nécessairement où ce que je m'attends pas à des gros résultats de Sergio Perez au Grand Prix à Pays-Bas. Fait que ça va juste se continuer. Là. Les médias vont faire comme, ben là, c'est pas mieux. Les partisans vont se joindre à ça. Mais moi, pour ma part, c'est euh, c'est la décision que j'ai prise de dire que pour blâmer Red Bull, je pourrais plus blâmer Sergio Perez. Pour moi, il y a plus de surprise là, il y a plus d'affaires là, puis il peut pas compétitionner avec la compétition. Il peut pas se mesurer à Lando Norris, à Oscar Piastri, à Carlos Sainz. Il peut pas se mesurer à Charles Leclerc et il peut pas rivaliser avec les George Russell, avec les Lewis Hamilton. Donc à ce moment-là, on part avec c'est comme si on se tire dans le pied chez Red Bull, puis on le sait, puis on est en train de se tirer dans le deuxième pied, puis de s'amputer une main en plus pour dire, bon, on va continuer d'essayer de battre le championnat de gagner le championnat des constructeurs. Puis ça, Exact. c'est sans oublier que il y a eux qui se tirent dans le pied, mais il y a aussi la réglementation qui fait qu'on les prive d'avoir du temps pour développer nos voitures. C'est toutes les écuries avec les pilotes que j'ai nommés qui sont nettement supérieurs à ce qu'on a avec Sergio Perez, qui eux auront plus de temps pour développer la voiture jusqu'à la fin de la saison et rejoindre Red Bull au classement. Donc, je ne sais pas à quel point on peut essayer de se trouver plus d'handicap du côté de l'écurie autrichienne là, pour se rendre ça le plus compliqué possible d'ici la fin de la saison.
Peut-être qu'ils sont masochistes, on ne sait pas, hein? Ouais, ben, Parce que écoute, en 2022, Perez avait dit quoi après trois courses, je vais pas pour le championnat, c'est ouais. pas grave, blablabla. Puis j'ai l'impression, je sais pas, peut-être qu'ils sont masochistes, puis ils aiment ça le remettre d'en face à chaque opportunité qu'ils ont avec des mauvais résultats. Qui sait? Qui sait? C'est peut-être c'est une variable très peu probable, mais on sait jamais. On arrive maintenant au moment que j'avais très, très hâte d'aborder avec vous autres. Euh, Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de ça, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode ensemble, on avait eu la question d'un auditeur qui nous demandait de nous prononcer sur le meilleur pilote de F1 de tous les temps. Et puis, il en fallait pas plus pour que le cerveau incroyable de Kevin ait une idée de nous dire on pourrait faire quelque chose qui serait le pire pilote de tous les temps. Donc, si on dit le GOAT, qui est le greatest of all time, ben, on a décidé de faire le WOAT, le worst of all time. Et puis, Kevin nous a préparé un top 5 là, pour nous rafraîchir un peu la mémoire. Question de nous aider à se faire une idée, puis après ça, on pourra se prononcer sur c'est qui notre WOAT incontestable à nous. Donc, Kevin, ton top 5. Oui, donc c'est ça. J'ai dressé une liste de 5 pilotes avec un aperçu de leur passage peu glorieux en Formule 1. Je vous le dis, c'est pas reluisant. OK? Donc, on commence avec un de mes préférés que j'ai pu connaître à la télé, Yuji Ide. C'est un pilote japonais qui pilotait pour l'écurie Super Aguri en 2006. Il n'a disputé que 4 Grands Prix avant de voir sa super licence lui être retirée après un accident avec le Néerlandais Christian Albers à Imola qui a été envoyé en tonneau. Très loin de son coéquipier Takuma Sato, autant en qualification qu'en course, il n'a pas aidé son cas avec une mauvaise maîtrise de sa voiture et aussi qu'il ne parlait que le japonais. Donc, Ide ne parlait pas vraiment l'anglais. La Pas FIA, l'idéal, alors, ça. exactement, et la FIA, alors, tout simplement, suspendu sa super licence et c'est comme ça que s'est terminée sa carrière en Formule 1. On continue ensuite avec un autre pilote, Jean-Denis Delétraz, un pilote suisse qui a couru entre 1994 et 1995, et ça a été catastrophique. Lors du dernier Grand Prix de 1994, l'écurie Larousse fit appel à Delétraz pour renflouer ses caisses. Malheureusement, le pilote abandonne sur un problème de boîte de vitesse. Ça peut arriver, sauf qu'il avait 10 tours de retard. Donc, c'est quand Oh même pas mal. boy. L'année suivante, il obtient un volant chez l'écurie Pacifique pour les 5 dernières courses de la saison. Sauf que ça se passe pas aussi bien que prévu. Abandon au Grand Prix du Portugal alors qu'il est victime de crampes après seulement 14 tours. Donc, c'est pas beaucoup, mais quand on est pilote professionnel, on s'entend qu'il faut quand même avoir un petit peu plus de tolérance que ça. Oui. Ensuite, au Nürburgring, il réussit à terminer la course, oui, avec 7 tours de retard. Et l'écurie rompt son association avec Delétraz et c'est la fin des épisodes pour lui en Formule 1. Troisième pilote dans ce sujet, un pilote peu connu, c'est Ottorino Volontario, bien prononcé. Pilote original de la Suisse également, il n'a couru que 3 Grands Prix dans les années 1950 et a terminé son deuxième Grand Prix en carrière à 6 tours du vainqueur, le grand Juan Manuel Fangio, lors du Grand Prix d'Allemagne 1956. Sauf que 6 tours sur l'ancien circuit du Nürburgring, la Nordschleife, qui fait plus de 22 km de long, ça commence à faire pas mal. Au final, Volontario s'est pris un peu plus de 130 km de retard en 22 tours seulement. Oh boy, OK. Ouais, Hey, puis là, on est, comme tu dis, on est loin du Red Bull Ring là, avec des tours ouais, d'une minute, là. ouais. Incroyable. Ah, ensuite, saveur locale avec un pilote canadien, Al Pease. Al Pease n'a disputé que C'est celui que deux j'avais, Grands Prix moi. en carrière. Ouais. Mais on va vite comprendre pourquoi. Lors du Grand Prix du Canada, son Grand Prix à domicile en 1969, il fut d'une lenteur inimaginable. Tellement qu'au bout de 5 tours de course, Jackie Stewart lui prenait déjà un tour. Il était tellement concentré sur sa course qu'il oubliait les autres pilotes. Pease demeurait sur la trajectoire de course en obligeant les autres à effectuer des manœuvres désespérées pour ne pas l'emboutir. Donc, assez dangereux, merci. Le pilote canadien a été convoqué chez les commissaires et a reçu le drapeau noir, donc devenant le seul pilote de l'histoire à avoir été disqualifié pour lenteur excessive. Donc, c'est pas rien, ça non plus. Ben, quand tu veux gagner ta vie à être un pilote de course, c'est pas des bonnes nouvelles. Exactement. Ensuite, et finalement, le dernier et non le moindre, l'homme au plus grand nombre d'abandons dans l'histoire de la F1, Andrea
De Cesaris. Oui, il a connu une longue carrière de 208 Grands Prix, mais parmi ceux-ci, il abandonna 147 fois, dont 22 abandons consécutifs entre l'Australie 1986 et le Canada 1988. Ça n'en fait des abandons. Alors, aussi connu sous le pseudo de Andrea de Cracheris, sa saison 1986 a été incroyable alors qu'il abandonna sur 14 des 16 épreuves et ne se qualifia pas lors du Grand Prix de Monaco. Il termina huitième au Mexique pour sauver sa saison. Donc, c'est déjà ça. Oui, De Cesaris a obtenu une pole position. Oui, il a terminé sur le podium à 5 reprises, mais son pourcentage d'un peu plus de 70% d'abandon, ça pèse lourd dans la balance. Il y a plusieurs autres pilotes aussi dans lesquels j'ai fouillé pour avoir un certain rafraîchissement. Il y a le japonais Taki Inoue qui se faisait appeler la chicane mobile du soleil levant pour sa lenteur excessive. Ouais, Ouais, était ouais. assez lent, malheureusement. Ou le Brésilien Ricardo Rosset, qui était assez lent, affectueusement appelé Ricardo Rocket. Donc, ça dit aussi un peu le sarcasme sur le pilote. Et plus près de nous, ben, on peut quand même citer un certain pilote, Nikita Mazepin, aussi, qu'on a connu en 2021, qui a été assez limite du côté du talent. Ouais, disons que lui, c'est peut-être un bon prétexte de dire que c'est à cause du conflit en Russie qui est plus en Également. F1, mais je pense pas Également. que c'est juste pour ça. Écoute, Kevin, t'en as mentionné, c'était très intéressant, c'est super drôle de voir toutes ces histoires-là, puis les noms, on les placera sur notre page Facebook pour que les gens Mhm, puissent peut-être faire des recherches sur YouTube et les voir en vidéo. Ça pourrait être encore plus drôle mhm. d'assister à ces moments-là, si c'est disponible à certaines places, mais j'en doute pas qu'il y a sûrement des choses accessibles sur YouTube. Mais toi, personnellement, à l'extérieur de ce top 5-là, puis des mentions honorables pour Mazepin, c'est qui que tu as vu qui était le pire là, dans tu sais, de tes propres yeux, là, que vraiment Mhm. t'as fait ça, c'est épouvantable. C'est quel pilote qui retient Moi, ce... ouais, moi, Ouais? personnellement, parce que je l'ai vu à la télévision, le premier pilote que j'ai mentionné, Yuji Ide, après seulement 4 Grands Prix, avoir sa super licence retirée, pour moi, c'est le summum. Pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut battre ça, mais je me rappelle encore quand je l'ai vu commencer, je me suis dit, mais Colin, il est donc bien lent, il a-tu un problème avec la voiture, etc., etc. Non, le pilote, il n'était tout simplement pas là. Il l'avait tout simplement pas. Et on connaît la suite des résultats. Donc, pour moi, personnellement, Yuji Ide. Ouais, puis je veux pas te mettre dans une mauvaise situation, là, mais te rappelles-tu, idée, les circonstances, pourquoi il était là? C'est l'argent ou il était le beau-frère de quelqu'un? C'est pourquoi qu'il avait été? Parce que je me rappelle Il y aussi qu'il avait était horrible, là. Ben, Super Aguri à l'époque, c'était fondé par Aguri Suzuki, qui est un ancien pilote de Formule 1. Il voulait un duo de pilotes totalement japonais. Ah. Donc, il avait pris une valeur sûre en Takuma Sato, qui était quand même un pilote d'expérience. Et là, on cherchait un autre pilote, puis on a trouvé Yuji Ide aussi, qui apportait quand même de l'argent aussi. Donc, on l'a essayé, puis l'expérience a été catastrophique, tout simplement. Donc, on a tout simplement retiré la super licence de UGD. Et après ça, l'écurie s'est tournée vers, si je me souviens bien, Anthony Davidson, qu'on connaît sur Sky Sports, si ma mémoire est bonne, Ouais. et Franck Montagnier, également pilote français, là, qui a participé à l'aventure. Anthony Davidson qui travaille notamment chez Mercedes là, pour les Aussi, oui. simulateurs, tout ça, ouais. Mais c'est drôle que ce que tu amènes de dire que c'était l'idée, le concept d'avoir des pilotes de la même nationalité pour Mhm. représenter l'écurie. C'est ce qu'on entend. C'est le projet de Michael Andretti, ça, de dire oh, on va mettre des pilotes américains, puis on va prendre juste des Américains, puis on voit la F1 qui n'aime pas du tout ce concept-là. Mhm. Moi, le premier, là, j'aime pas ça parce que je pense qu'on veut les 20 meilleurs au monde. Tant mieux si tu veux si t'es capable de trouver des bons pilotes américains pour Mhm. représenter le drapeau puis aider le côté marketing, mais quand que c'est juste sans équivoque de dire peu importe, on va mettre deux Américains dans la voiture, moi ça me fait peur personnellement en tant qu'amateur de Formule 1. Puis je peux comprendre que la F1 a peut-être des mauvais souvenirs de ce que tu viens de raconter là, de dire ouais, la Mhm. dernière fois qu'on a eu quelqu'un qui a un projet comme ça, ça a bien mal fini. On n'a pas bien Mhm. paru sur la scène internationale. Donc c'est peut-être par conséquence de M. Agouri là, que la F1 a si peur que ça de dire le OK à Michael Andretti avec son projet de pilote entièrement américain. Là. Ouais, c'est ça, effectivement. Ben, écoute, il y a plusieurs années, on avait beaucoup de duos de pilotes. Par exemple, dans les écuries françaises, il y avait beaucoup de duos de pilotes français, évidemment. Donc, c'est ça. Donc, je me souviens de cet épisode-là de chez Super Écurie. Puis, on cherche peut-être à faire la même chose du côté de Audi aussi.
on cherchait à recruter Carlos Sainz, mais on n'est pas fermé à l'idée d'avoir et Hülkenberg et peut-être un Mick Schumacher également. Donc, c'est pas impossible du côté d'Audi d'avoir un duo 100% allemand non plus. Moi, je suis surpris qu'on n'essaye pas. On l'entend un peu à travers les branches, mais des fois, est-ce que c'est vraiment fondé ou pas? Mon Mhm. idée à la base, lorsque Woody rentrait en Formule 1, j'ai dit, est-ce qu'on va essayer de reproduire ce qu'on avait fait avec Michael Schumacher chez Mercedes? De prendre un Mhm. pilote allemand. Là, tu parles justement de Mick, mais peut-être d'y aller avec Sébastien Vettel, Oui. ressortir un Mhm. multiple champion du monde de la retraite, qui a la nationalité de l'entreprise. Ça serait tout un coup marketing de Ouais. faire ça. Non seulement marketing, mais aussi point de vue technique pour développer une voiture. Je pense que Vettel, s'il a la tête aux bonnes places, je suis pas nécessairement un amateur de sa personnalité dans ses dernières années en Formule 1. Je pense que monsieur a fait son argent grâce au sport, puis il l'a un peu oublié rapidement en allant contre le sport. Pas que parce que tu es un pilote de Formule 1, tu n'as pas le droit à ton opinion. Sauf que d'une certaine façon, à un moment donné, il faut un peu que tu respectes, faut pas que tu mordes la main qui te nourrit non plus là, pendant toutes ces années-là. Donc peut-être que je suis pas, comme je te dis, pas un fervent amateur de la personnalité de Vettel dans ces dernières années, mais il serait tout un atout pour Audi pareil, autant côté marketing que côté technique. Oui, absolument. C'est un pilote qui a une très grande connaissance technique. Ses retours techniques étaient vraiment exceptionnels, autant qu'on l'a eu du côté de Red Bull, de Ferrari ou encore de chez Aston Martin. Tout le monde était vraiment époustouflé. Et c'est un pilote qui était présent à toutes les réunions, qui arrivait pratiquement le premier et qui repartait pratiquement le dernier. Donc, Ouais, ça, j'ai aucun doute que si Vettel arrivait à revenir en Formule 1 chez Audi, moi, je crois que ce serait un très bon atout. puis sans trop retourner sur le sujet qu'on a déjà abordé plus tôt dans l'émission, mais Jonathan Whitley aussi, qui connaît bien Sébastien Vettel, ça Oui, pourrait ben oui. aussi, ça pourrait aussi aider à sécuriser ou à convaincre Mhm. quelqu'un de sa trempe de sortir de la retraite. Je vais de ton côté, Jean-Christophe, avec tout ce que Kevin nous a présenté. Est-ce que ça a fait travailler ton imagination? Selon toi, qui est le pire pilote que tu as vu là, de tes propres yeux? Là? Pas nécessairement que grâce à YouTube ou des choses comme ça, mais vraiment là, que tu as eu la chance de voir en personne là, ou à la télévision un pilote de F1, bien sûr, qui a été le pire selon toi. Sergio Perez. Mais non, je rigole, je rigole. Mais... Ouais, mais ça, c'est très frais, hein, dans la mémoire. Sergio Perez, oui, Non, 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 non. Moi, je dirais vraiment Nikita Mazepin. Moi, étant plus jeune que vous, tu sais, par quelques années, le plus récent que je peux voir qui était vraiment par des mille et des mille moins talentueux que le reste du peloton, même avant le prochain, je dirais, si on avait les évalués moins talentueux que lui dans la grille, c'était vraiment Nikita Mazepin. ouais. C'était vraiment le surplus d'arrogance, fausse modestie, de mauvaise attitude là, qu'il y avait en F2, qui a transféré en F1, puis ça a fait exactement selon quoi on pouvait s'attendre. C'était pas mauvais en F2, mais il avait été dans une très, très bonne équipe. Puis je pense que ça a un petit peu compensé pour ses lacunes euh, de pilote à la base. Et là, Mhm. ben, on a vu, il était découvert au jour avec ses superbes ses spins. Je dirais, il était vraiment connu pour ça. Mais même que Mazepin, ouais. Mazepin, exact. Puis Gunther, il avait donné une toupie comme cadeau avec son visage dessus. Quand il était encore son pilote, ça, c'était quand même du rabat. C'était Ah, vraiment moi, drôle. le Mhm. meilleur moment de Gunther, puis c'est pas Mick Schumacher, mon pire pilote de tous les temps, le nom de là, mais le meilleur moment de Gunther, c'est quand que Schumacher est à Bakou, puis il dit je pense que mes freins ne fonctionnent pas, puis Gunther prend le micro. À la vitesse que tu vas, t'en as pas besoin de freins. Ouh, moi, je Ça, sais c'est pas la de ça, pire. mais je suis pas surpris. Ça, Oh my God. c'est la pire. Mais du côté de Mazepin, écoute, je suis vraiment tenté de le prendre moi aussi. Il y en a eu plein d'autres. Le Kevin en a mentionné des très, très bons dans les années 90 ou même dans les débuts des années 2000. Il y a toujours un pilote tu sais, qui ressort, mais pour les mauvaises raisons. On peut penser notamment à Nicolas Latifi qui est extrêmement lent. On a Ouais. Logan Sargent présentement à F1 qui quand bien même qu'il y a peut-être une forme d'amélioration, il part tellement de loin. Mais tu sais, quand on Ouais. parle vraiment de catastrophe, Mazepin, on avait l'impression, là, c'est comme de donner une manette de PlayStation à un enfant de 3 ans, là, que tous les voitures tournent le premier virage, puis lui, il s'en va complètement dans l'autre sens, puis il est pas capable de virer le premier virage. En ligne droite, ça se passait bien, mais c'est aussitôt qu'il y avait un virage à Une faire, mais là, variable. c'est là que ça se gâtait, ce qui est assez Sinon, incroyable.
Ouais. J'en ai trouvé un là, pendant que ça vient Ouais, de m'avoir un déclic. Luca Badoer, sa séquence chez Ferrari Ouais. était assez lamentable, là, pour pas ouais, dire un autre mot, là. Exécrable Ouais. même. Ouais. J'étais juste assez vieux pour le suivre à ce temps-là. Puis je me souviens d'être confus. Je me dis, qui est ça, le gars qui est genre 16e dans une Ferrari, tu sais? Je connais pas le nom. Puis le gars, OK. ah, OK. C'est un gars Ouais, qui tu sort un peu nulle ressors là, part. ce C'est un temps-là. pilote de développement, là. Pilote de Ouais, développement de Ferrari, je crois. Ouais, c'était le Et pilote d'essai, Lucas c'est Badoer. Il ça. était là depuis plusieurs années, en fait. Et je me rappelle, lorsqu'ils l'ont annoncé chez Ferrari en remplacement de Felipe Massa, je me suis pris la tête à deux mains, mais j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait là? Rien contre le pilote, rien du tout, mais c'est pas un pilote qui a démontré beaucoup de choses. Il y a un moment à crève-cœur que je me souviens de Badoer qui était quatrième, je crois, c'est au Grand Prix d'Europe et qui a abandonné sur Minardi. Il était en larmes, là, tout simplement. C'était ses premiers points qui Ouais, venaient il a mhm. de fondé lui son auto, je échapper. sais. Ah, c'était crève-cœur. Ouais, ouais. Et là, mais quand ils l'ont annoncé, j'ai fait, mais est-ce que vous avez perdu la tête? Le gars n'a pas roulé depuis tellement de saisons. Et effectivement, tu as raison, JC, ça a été catastrophique, là. Et c'est pas pour rien qu'il a été remplacé au bout de, je crois, deux grands prix, là, tout simplement. Ouais. Pensais à ramener Schumacher dans ce temps-là encore. Fait que, c'est quoi, 2008? C'est 2009. ça? 2009, c'est ça. Ouais, 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 c'est vrai. Fait que, il pensait à ramener, il pensait à ramener Schumacher. Ça fait 3 ans qu'il n'avait pas couru. Moi, Il Mm. avait c'est genre pas, 40 ans à l'époque. Ok, t'es rendu là, là. moi, c'est pas parce qu'il est pas talentueux, parce qu'il y en avait du talent, mais c'est plus les séquences en Formule 1. Mais Romain Grosjean, là, pour ma Ah, part, ouais. moi, il m'a marqué à plusieurs reprises avec des décisions spéciales, notamment quand il a perdu le contrôle en arrière de la voiture de sécurité. Lui-même, il a mis sa voiture dans le mur, là. Mm. Ça, c'est des Ouais, séquences. On peut aller sur Internet, là, puis regarder là, des longues vidéos de séquences. Tu te dis, coudonc, est-ce qu'il y avait un pilote à bord de cette auto-là pour que se retrouver dans des situations comme ça? Puis c'était malheureux parce que Romain Grosjean, à la base, n'était pas supposé d'être un flop en F1, là. J'étais non, pas nécessairement très un rapide. champion du monde, mais c'était pas nécessairement supposé de conduire à ça. Donc, ben, merci beaucoup, Kevin. J'ai vraiment apprécié ce segment-là du Wout ultime. Ben, en espérant qu'il n'y en aura pas d'autres. En espérant que on Exact. pourra pas en rajouter à cette. Malheureusement, ça risque d'être une réalité, là. Il y a toujours une façon de nous surprendre puis d'amener des personnes qui n'ont pas l'affaire dans ce sport-là. Mais en espérant que cette liste-là reste inchangée, que le top 5, il n'y a personne qui va réussir à les détrôner et qu'on va pouvoir construire et garder notre sport avec les 20 meilleurs au monde. En terminant, messieurs, deux petites questions vraies ou faux rapidement qui on va nous permettre de prédire ce qui va se passer dans la fin de la saison. Donc, il reste 10 courses au championnat du monde 2024. Donc, si je vous demande de vous prononcer dès maintenant et je dis vrai ou faux, Max Verstappen sera couronné champion du monde pour une quatrième fois cette année. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ça? Je commence avec toi, Kevin. Vrai, Verstappen sera couronné champion. Ouais. De ton côté, Jean-Christophe, est-ce qu'il va l'échapper son championnat ou il va conserver, il va gagner un quatrième titre? Moi, je vais dire vrai. Je pense qu'il va, pas par beaucoup. Je vais dire moins de 75 points. Il va être capable de ravir le titre, mais il va être capable de gagner. Cependant, ils ne vont pas gagner le titre le championnat des constructeurs. Ah, ben tu me devances déjà, donc c'est déjà Ah, réglé. merde. Ouais, désolé. C'est déjà réglé, donc c'est pas Red Bull qui est champion constructeur. Ils se sont tirés dans le pied, on l'a dit, avec Sergio Perez. Selon toi, est-ce que c'est McLaren ou c'est Ferrari qui le ramasse? Pour Moi, ça va être moi, McLaren. ouais, Oups, pour moi ok, aussi, McLaren, ouais. McLaren des deux côtés. parfait. Donc, fait que, c'est unanime. Moi, je suis d'accord avec vous deux là-dessus. Je pense que Max Verstappen sera champion des pilotes pour une quatrième fois. Et du côté de Red Bull, je pense en tout cas, ça sera une surprise. Ça sera une heureuse surprise pour les amateurs d'F1 parce que je pense que maintenant, une heureuse surprise. Il y en a peut-être qui vont être déçus, mais dans le sens où ils sont les favoris depuis tellement de temps. Déjà, tellement de temps, ça passe vite depuis qu'on a changé la réglementation. Donc, de l'échapper, je pense que ce serait une surprise en soi. On ne s'attendait pas à ça nécessairement au début de la saison, là. Même avec les premiers élans de la RB20, quand les pilotes se prononçaient en entrevue, toutes ces choses-là, c'était comme si c'était déjà dans la poche pour Red Bull jusqu'à 2026. Donc, de voir l'équipe Orange Papaye remporter le championnat des constructeurs, je pense que je ne vais pas trop loin dans l'énoncé de dire que ça serait une surprise pour bien des gens. Totalement.
Bon, ben, merci les gars. Encore une fois, ça a été un plaisir de vous parler. Je me suis ennuyé quand même. Ça a pris 2 semaines. Fait qu'en plus, on a Ouais. eu des conversations par texte entre ça, mais d'être capable de rejoindre nos auditeurs à nouveau. On a encore beaucoup de matériel d'ici la fin de la saison, donc 10 courses, comme je le mentionnais. Donc, ça risque d'être assez intense, si vous me permettez de prendre une expression anglaise et de la transférer en français. Il risque de faire chaud dans la cuisine. Donc, on va voir ça d'ici la fin de la saison. Nous, on se donne rendez-vous, ben, comme à l'habitude, vendredi pour mettre la table pour le Grand Prix des Pays-Bas. Et on aura aussi, bien sûr, après ça, le retour, sûrement avec Kevin. Et normalement, le vendredi, c'est JC qui est là. Donc, entre-temps, ben, je vous souhaite une excellente fin de semaine et profitez ben, du temps qui nous reste avant le retour du championnat de Formule 1. Merci beaucoup. Très apprécié, Martin. Tellement. Merci encore, les gars. Toujours un plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 16 août. En terminant, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, ainsi qu'à nous suivre sur Spotify et à activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end.